Le design de la maison autonome s'est imposé directement en fonction des performances que nous voulions atteindre. À savoir que si on veut profiter des gains au maximum pour un minimum d'énergie consommée, il faut au moins être dans un ratio des parois donc, verticales qui soit un sixième de l'ensemble. Donc ça fait des grandes parois, donc des grandes ouvertures, et donc forcément la forme se structure autour de ce principe de base. Et pourquoi ne pas avoir fait d'étage sur une maison autonome ? Alors, on peut très bien faire un étage sur une maison autonome. Ça, c'était un concept pour nous de vivre de plein pied sur une maison de plein pied. Mais on peut tout à fait faire une... Il n'y a aucun obstacle à avoir un étage. Au contraire, quand on fait un étage par rapport à ce que nous avons fait, on a quand même des frais de structure qui sont moins importants. Donc une économie quand même. Et une question que j'ai beaucoup entendue, c'est pourquoi est-ce qu'on laisse le bois naturel ? Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas traité ? Il y a beaucoup de théories. Je dirais que c'est plutôt un choix. Donc ce Douglas, une fois, est un peu rosé au départ, puis il passe par de l'orange et il va finir par griser. Et on a implanté cette maison sur un environnement qui est fait de chênes et de noisetiers. Et le noisetier a quand même un tronc qui est plutôt dans les gris. Donc on a en fait un bâti qui s'incorpore plus facilement à son environnement. Voilà. C'est un choix vraiment environnemental. Et du coup, vous avez vécu à peu près une année dans cette maison autonome. Quel est un petit peu le bilan ? Bon, là, c'est le premier test donc, de cette année. Donc, on est en train de déverminer un peu tous les systèmes. Le bilan, c'est que en termes de chauffage ou d'électricité, les deux plus gros postes, on est conforme à ce que nous avions prévu. Donc, ça, c'est déjà un motif de satisfaction, puisqu'on y arrive, mais c'était quand même, on était sûr d'y arriver quand même. Mais bon, il vaut toujours mieux valider les résultats qu'on a couchés sur le papier. Donc c'est fait, cette phase de test est faite. Donc c'est une maison qui va pouvoir effectivement maintenant, à partir de début 2019, vivre normalement comme une maison à vivre tout à fait traditionnelle. Donc viendront les derniers tests fin de l'hiver, les raccordements au réseau extérieur, c'est-à-dire assainissement ou autres, qui ne sont pas raccordés à quelque chose de collectif, mais qui demandent aussi à être validés. Et puis la production de gaz aussi, qu'on demande à être validée pour qu'on ait effectivement du gaz, voir si le système mis en place procure du gaz tout au long de l'année. Donc, et pas d'avoir de recours ou de secours à des bouteilles de gaz après. Donc voilà, c'est les derniers tests qui se effectueront à peu près sur 6 mois en 2019. Quoi. Et après, c'est une maison showroom, donc on pourra la faire visiter pour les gens qui seraient intéressés en tant qu'autoconstruction pour faire leur maison et arriver à une autonomie partielle ou totale. Voilà. D'accord. Il y a des choses que vous avez essayé, sur lesquelles vous avez changé d'avis au cours de la construction ? Oh oui, beaucoup de choses, mais pas dans les fondamentaux. C'est-à-dire que le projet de départ est là. Bon, dans les premiers sketchs, d'ailleurs, on le voit, on avait déjà prévu tout ça. Sauf que sur les systèmes, par exemple, on avait décidé de faire un chauffage par pompe à chaleur et ensuite de chauffer avec une pompe à chaleur une capacité qui est un bassin où on stocke des calories. Qui sera recouvert après et tout. Donc, et ce bassin-là doit venir dans les périodes où on a très peu d'ensoleillement, puisqu'on est en autonomie photovoltaïque. Donc, doit venir pallier, à un moment donné, un mode dégradé où on arrêtera les pompes à chaleur pour faire ses besoins de calories, pour couvrir les besoins de la maison. Donc, ça, c'était des systèmes indépendants. Puis après, au fil du temps, on s'est dit, tiens, pourquoi pas tirer un réseau, donc isolé autour de la maison, de manière à pouvoir raccorder tout et créer un réseau
d'énergie calorique et de venir puiser sur ce réseau au fur et à mesure des besoins qu'on a. Donc en fait c'est une évolution qui s'est faite très rapidement et qui donne de la flexibilité. On peut changer de type de chauffage, de ceci ou de cela en fonction, et on peut mettre n'importe quelle énergie, pompe à chaleur, ROT si on change à un moment donné, et se raccorder sur ce réseau de chaleur en fait, quoi, à un niveau résidentiel, non pas collectif. Voilà. D'accord. Et est-ce que la couverture, par exemple en bois qu'on voit ici, sur laquelle on est installé, est-ce que ça a un rôle particulier dans la maison autonome? Non, ça a très peu de rôle. Ça, c'était un choix de dire on a une maison qui peut être en autonomie partielle ou totale, mais qui doit être dans un environnement comme la Creuse, où on est plutôt sur un territoire que je vais, entre parenthèses, appeler de bio. Et avec de très belles journées aussi, malgré ce qu'en disent beaucoup. Et c'était de se repositionner et de vivre un peu plus en fonction des saisons, le rythme des saisons et dehors. Donc en fait, on a un espace à vivre qui va faire 80-100 mètres carrés. On a un atelier donc, pour faire les différentes prestations intellectuelles de 50 mètres carrés. Et on a donc on a séparé les deux fonctions du bâti, et on a une liaison par une terrasse qui permet d'être dehors, profiter, et, tout en ne se gênant pas entre la partie activité et la partie vie. Voilà. Donc ça c'est un choix délibéré de... Est-ce que c'est aussi un choix délibéré de faire donc 2 bâtiments à la place de faire un seul bâtiment en L? Oui. Oui, tout à fait. Ça n'a pas de... Non, c'était la raison principale, c'était de dire on a une activité donc qui va être, disons, de service, mais il ne faut pas qu'elle empiète sur la vie qu'on va avoir de famille, quoi, parce que tout le monde n'est pas impliqué là-dedans. Donc on a dit, bon, ben on met 3-4 mètres entre les deux bâtiments pour faire vraiment, franchement, une liaison, une fracture, quoi, une disruption entre la partie activité et la partie vie. Voilà. Et est-ce que la maison telle que vous l'avez conçue, est-ce que vous pourriez continuer à la faire évoluer, à la faire changer au fur et à mesure d'éventuelles nouvelles technologies, ou est-ce que c'est... Ah oui, tout à fait, oui. On peut tout envisager à partir de... Le principe de base, c'est donc d'avoir... On sait maintenant ce qu'il faut faire en termes de bâti, en termes d'isolation et tout. On sait ce qu'il faut faire pour que ces maisons soient quand même agréables à vivre, parce que c'est aussi ça l'objectif. Et après, bon, quoi qu'arrive, les nouvelles technologies qui évoluent très vite, ça peut s'adapter au mieux. On peut mettre des étages, on peut mettre des tuiles, on peut mettre des tuiles solaires. On peut aller vers n'importe quelle innovation dans la mesure où on reste dans une équation économique qui soit acceptable, c'est tout. Hein. Parce que si c'est pour faire une maison autonome mais hors de prix, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Hein. Et du coup, une personne qui voudrait elle-même construire ce type de maison, ça prendrait combien de temps et quel type de budget elle doit envisager à peu près? Sur un terrain vague, j'entends. Oui, c'est un rapport, l'autoconstruction, il faut d'abord bien réfléchir, il faut voir le projet, il faut conseiller, donc il y a possibilité d'avoir tous ces conseils et tout ça, puisqu'il y a une réalisation qui est faite. On peut aussi mettre à disposition des matériaux et des systèmes aux gens, sans aller jusqu'au montage, ce qui coûte cher dans une maison, et surtout dans l'équipement second œuvre de la maison. Donc effectivement, quand la personne ou le couple a un niveau satisfaisant, parce qu'il faut quand même un niveau de bricolage qui soit quand même satisfaisant, la personne qui n'a jamais touché une scie va être quand même assez arrivée difficilement et va se décourager. Donc il faut déjà avoir des personnes dont on sent que mener certains travaux ne les répugnent pas et qui ont un savoir qui est quand même... voilà. Après, quand on a affaire, je dirais, à des bricoleurs plus, on peut tout à fait les conseiller, et ça peut être tout à fait une maison qui se fasse en autoconstruction. Bien au contraire. Ça permet à ce moment-là, aujourd'hui une maison comme ça, c'est plutôt C++, voire 3+, mais fait en autoconstruction, ça peut intéresser un primo-accédant.
c'est-à-dire un jeune couple qui achète sa première maison. Mais si elle l'achète toute faite, ça ne sera pas dans leur budget, ça dépassera leur budget. Voilà. Et on pourrait envisager ce type de maison en kit, entre guillemets, comme une petite maison qu'on construirait. En kit, après, pour tous les systèmes du second œuvre, oui, ça peut très bien se faire en kit et livré. Pour le bâti, là on a choisi de faire une maison Saturbois qui est faite par une entreprise régionale. Bon. On n'est pas dans les systèmes poussés à outrance où on va faire des murs préfabriqués, et livrés sur site et montés sur site. Mais il y a des gens qui le font très bien, donc il suffit de combiner les deux, et ça peut très bien se faire en kit. Voilà, mais bon, tout est possible. Après, c'est un peu... Nous, on a préféré, disons, plutôt qu'une industrialisation du bâti à outrance, c'est de choisir bien à faire des joints linéiques, c'est-à-dire par du bois sur bois et tout ça, plutôt que dalle béton sur bois, des choses comme ça. Donc on a travaillé plutôt sur ça, et on a dit, on fait plus confiance à des petites et moyennes entreprises qui sont capables de faire en atelier des morceaux de structure et tout avec des machines numériques, et qui viennent poser elles-mêmes, donc prendre la responsabilité du bâti, parce que c'est aussi à un moment donné des rencontres entre des entrepreneurs, des gens et tout ça qui aiment leur métier, d'autres qui sont passionnés par leur maison, donc c'est quand même des jolies rencontres aussi. Voilà. Alors que industrialiser à outrance, c'est un gain économique certes, mais on n'a plus la rencontre. Donc voilà, c'était un choix qu'on avait fait, et on est bien content, in fine, de l'avoir fait. Et du coup, combien de personnes sont intervenues sur cette construction ? Très peu, parce qu'il y a une partie qui a été faite quand même préfabriquée, quand même, en usine, les structures. Donc après, sur le chantier, on n'a pas voulu, disons, s'imposer, parce que c'est une maison qui peut se construire en 3-4 mois pour la partie bâti, et qui peut après, si on met tout le monde sur le chantier, plusieurs artisans, ça peut se faire aussi en 6-8 mois le reste. Donc disons qu'à tout carrosser à 1 an et demi, on peut avoir une maison complètement finie et tout. Bon, nous, on a pris un chemin différent, c'est-à-dire qu'on a dit, le bâti, on va le faire faire une entreprise, donc ils étaient en pointe à 4-5 personnes, pas plus, et ça prend pas beaucoup de plus que ça. Et pour le second œuvre, on a dit on le fait nous-mêmes, de manière à pouvoir gérer tout ça comme on a envie de le gérer aujourd'hui. Maintenant, on a vu les difficultés, on a vu tout ça, donc on a un retour d'expérience qui est important. Et ce retour d'expérience, on peut en faire profiter ceux qui vont se lancer dans une autoconstruction ou autre. Mais elles peuvent très bien après mettre... Donc nous, on a fait une tâche, le photovoltaïque, pendant ce temps, on ne faisait pas l'électricité. Puis après, quand on a fini ça, on a fait l'électricité, et ainsi de suite. Donc on n'a pas fait un planning avec plusieurs corps d'État qui travaillaient dedans. Donc ça, après, ça diminue. Voilà. Donc c'était un choix au début pour pouvoir se confronter à toutes les difficultés sur le terrain qu'on allait rencontrer pour mener à bien ce projet. Voilà. D'accord. Et le choix du bassin, du coup, qui est juste ici, comment est-ce que vous l'intégrez dans la maison autonome ? Il est d'importance, puisque dès le début, lui, c'est pas un ajout. C'est en fait, de par mon expérience, j'avais suivi il y a une vingtaine d'années les essais donc, aux États-Unis de l'université de Berkeley, qui avait qui devait construire à peu près la moitié de son campus, et qui avait donc donné un challenge aux étudiants de dire on ne fait pas une usine, comme ils disent, une plante pour faire de l'énergie, mais on va essayer de capter une énergie en saison pour la réutiliser dans une saison, ce qui s'était jamais fait. On avait fait du lissage de journée, de nuit à jour ou quoi, comme on sait faire, comme on fait en France, mais de là à dire je vais stocker la chaleur l'été et je vais l'utiliser l'hiver, et je ne l'utiliserai que ça, c'est un pari on ne savait pas si on allait y arriver. Bon. Ces étudiants ont fait ces études-là, ça a débouché sur la moitié de la construction du campus de Berkeley. Et bon, alors, c'est à une autre dimension, hein, c'est 5 étages de l'université et 12 étages dessous de galets, de ceci, de stockage en chaleur latente. Bon, donc, mais ils ont réussi leur phase, c'est-à-dire qu'après, ils ne faisaient que des jeux de ventilation, de transfert d'énergie.
Donc nous, on a dit à notre échelle, c'est-à-dire d'une maison autonome de 4 kW, on n'a pas besoin de grand-chose, mais on peut stocker de l'énergie dans de l'eau, et donc un bassin. Alors, au départ, il devait être sous la maison, mais on pourra l'y mettre plus tard, de manière à ce que ça ne soit pas visible dans une cuve ou autre. Mais nous, on a préféré, disons, avoir ça, et de manière à pouvoir faire nos contrôles plus facilement et tout ça. Donc c'est là, et c'est comment ça s'appelle, ça participe, c'est une pièce du chauffage. Voilà. Cette énergie sera donc stockée pendant l'intersaison et l'été, et ensuite utilisée en tant que chauffage pendant l'hiver. C'était le but, pour nous donner une autonomie, puisqu'on voulait une autonomie chauffage et photovoltaïque de 8 jours. Donc on a 8 jours d'autonomie là-dedans, en chauffage uniquement. Donc dès le début, c'était dans le concept de l'autonomie de la maison. Voilà. C'est un concept qui ne coûte pas cher. On stocke de l'énergie solaire, soit par le photovoltaïque. L'été, on a très peu besoin en puissance électrique. Donc on fait marcher les pompes à chaleur qui maintiennent ce stock à 28 degrés. Voilà. Et pour faire un résumé de tous les instruments utilisés dans la maison autonome, ce serait, quelle serait la liste en fait des éléments prioritaires à avoir pour aller vers de l'autonomie? Les éléments prioritaires, c'est de résoudre le problème du chauffage et de résoudre le problème de l'électricité. Voilà, ça, c'est les deux priorités. Pour moi, déjà, quand on a fait ça, on a une autonomie qui est proche des 80%. Parce que, en termes de coût, puisque après, c'est pas parce que vous allez faire un digesteur pour votre gaz, c'est plus de l'éthique que parce que faire cuire 3 carottes ou une soupe, c'est pas une énergie extraordinaire. Et donc, c'est pas un coût non plus sur l'année qui est. Donc, on peut aller au bout de la démarche éthique et mettre. Voilà. Mais ça peut être. C'est accessoire pour moi. Ce qui est vraiment principal, c'est la production et le chauffage à traiter. Après, il y a une autre, en deuxième trend, je pense que l'assainissement non collectif est intéressant dans la mesure où ça, c'est vraiment soit une source de pollution des sols, soit une source de coût pour la collectivité. Ça me semble toujours aberrant de faire une station d'épuration pour 10 000 personnes ou 50 000 personnes et mettre des tuyaux partout dans le sol. Bon, ça me paraît tout à fait déraisonnable pour la collectivité. Donc si on poussait un peu plus ces systèmes-là, à chaque fois qu'on construise, on faisait un assainissement non collectif, au moins pour ceux qui ne sont pas en collectif, déjà on réduirait tout le réseau de nos campagnes, de tout à l'égout et tout ça, d'une manière drastique. Et donc on aurait des ressources au niveau des départements et des régions pour faire autre chose, pour faire des crèches, pour faire des animations, pour doter les hôpitaux un peu mieux. Enfin, pour tout ce que les Français veulent faire. Et quand vous avez une personne en face de vous qui veut se lancer dans un projet de maison autonome, quelle est la première chose que vous leur conseillez? Déjà, on est très critique, c'est-à-dire qu'on essaye de les en dissuader, parce qu'il faut d'abord valider qu'ils ont bien fait une démarche là-dessus, et que c'est pas une personne dans le couple qui veut être en autonomie, mais que c'est bien l'ensemble du couple qui est dans les mêmes dispositions et sur la même démarche. Parce que sinon, ça peut être des sources de conflits internes ensuite. Donc, c'est le pire, ça. Vous avez fait une maison autonome, et c'est la dislocation quasiment du couple, quoi, parce que... Donc il faut que tout le monde soit bien d'accord, que quand on lave un linge, on ne mette pas en route un sèche-linge, parce que il faut d'abord avoir une démarche négawatt et tout ça, que si à un moment donné on est sur un sel très brumeux, on peut reporter la vaisselle le lendemain, ou se la faire à la main, ou ne pas mettre le lave-vaisselle plus le lave-linge de la même journée. Donc c'est pour moi du naturel, mais ça peut être de la contrainte au jour le jour pour certaines personnes. Donc, et ça, il faut l'éviter. Alors si on voit que vraiment on n'est pas en phase, on déconseille totalement d'aller vers l'autonomie. Non, restez, raccordez-vous et puis faites une belle maison avec une belle piscine si vous pouvez. Et puis voilà, c'est tout. On n'est pas jésuite dans l'âme, on ne veut convertir personne. Et s'il y a d'autres Creusois qui ont déjà une maison et qui veulent aller vers de l'autonomie, la première chose, c'est quoi? C'est de mettre des panneaux photovoltaïques?
Oh non, ça dépend. Ça dépend la première chose. Si, par exemple ils ont un problème de refaire leur fosse septique qui n'est pas conforme, on leur conseillera plutôt d'aller vers l'assainissement non collectif tout de suite, parce que c'est quelque chose qui ils résoudront un problème tout de suite. Bon après, il faut regarder ce qu'ils ont comme besoin, ceci, cela. Si, le photovoltaïque ne fait pas tout pour le moment. Dans l'avenir, il le fera plus, puisqu'on est passé quand même en l'espace de 10 ans de 1 à 3 sur le coût des matériaux. Donc on peut considérer que plus ça va se développer, plus on va pouvoir encore réduire ça. Donc dans 5 ans, ça sera peut-être plus du tout la même. J'aurai pas forcément le même discours. Mais aujourd'hui, c'est encore, ça coûte cher, donc il faut vraiment s'assurer qu'ils aient fait cette démarche, les aider avec eux, faire les bilans de tout, ce qu'on peut faire. Êtes-vous prêt à faire la totalité, puis de faire un scénario de dégradation 1 et dégradation 2 en fonction du temps, ou pas. Et si les gens sont bien dans cette démarche-là, oui, c'est intéressant, même pour quelque chose, un bâti en rénovation ou autre. Si on a un toit à changer, par exemple, la problématique est différente. Si on a un toit à changer parce qu'il est à bout de souffle, bon, ça me paraît complètement idiot de ne pas partir sur une toiture en panneaux solaires, parce que vous avez déjà un coût des supports et tout qui n'est pas... voilà, donc c'est pour moi un moindre coût de mettre des panneaux sur... bon, par contre, si votre toit est neuf, vous rénovez quelque chose, il y a certainement beaucoup plus de choses en budget à faire avant de rénover et de mettre des panneaux, qui sont quand même un surcoût, là. Donc à chaque fois, c'est une problématique qu'il faut voir avec les gens et en fonction de ce qu'ils ont à rénover ou pas. Donc, mais il ne faut pas être directif, il faut... Voilà. Et puis après, il y a aussi une affaire budgétaire. Chacun a son budget, chacun gère son budget comme il veut, et chacun a ses priorités aussi, qui ne sont pas forcément les miennes. D'accord, Voilà. merci beaucoup. Voilà.